grand public et qui d'autre encore présent que je n'ai pas salué. Je suis très heureux d'avoir la possibilité, invité par notamment mon ami Francisco Louverture, de prendre la parole dans le cadre des jeudis universitaires, si je peux m'exprimer en ces termes, de l'UDGA pour évoquer, discuter, échanger avec vous autour d'un sujet qui personnellement m'intéresse dans la mesure où la question franc-maçonne est une question que j'ai rencontrée dans ma famille, à la fois du côté de mon père et du côté de ma mère, parce qu'aussi j'ai le privilège de rencontrer des francs-maçons, des francs-maçonnes qui s'identifient comme appartenant à cette sociabilité, et parce que moi-même, quelque part, je me ferai un chemin depuis des années aux côtés des frères et sœurs francs-maçons, il m'est venu à l'esprit, notamment philosophe de formation, de m'interroger sur sa capacité, entre guillemets, ce qu'elle peut faire, et précisément dans le cas d'Haïti, d'autant que nous savons que la franc-maçonnerie, partout où elle existe, se définit, quand bien même il y a énormément de débats au sujet de ce qui la caractériserait mieux d'un point de vue définitionnel, se définit donc, pour revenir sur mon propos, comme une institution qui travaille au perfectionnement de l'homme, perfectionnement moral, perfectionnement sur le plan intellectuel et spirituel, et par voie de conséquence, perfectionnement de la société. Quelqu'un qui, finalement, entre en franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie nous fait savoir qu'il y a de fortes chances qu'il devienne meilleur qu'il ne l'était avant d'avoir accès au temple à proprement parler. Dans ce contexte, permettez que je vous dise que les activités dans lesquelles je me suis investi ces dernières années en loge m'ont finalement m'ont fait prendre la décision, de produire intellectuellement, si je peux dire, sur la franc-maçonnerie, d'autant que je réalise depuis quelque temps que la franc-maçonnerie est devenue, en plus d'être une discipline fortement intellectuelle, une discipline fortement universitaire. Il y a depuis la fin du 19e siècle, en Angleterre, 4 loges maçonniques qui se sont constituées et qui prennent le nom de Quatuor Coronati. Que font ces loges? Elles font des travaux de recherche. En franc-maçonnerie, il y a des loges qui se consacrent à la recherche. Nous avons de plus en plus de thèses de doctorat, de mémoire, de licence et de master que des étudiants soutiennent sur la franc-maçonnerie, plein d'aspects qui concernent la franc-maçonnerie. Alors, pour ma part, j'ai écrit un article le 25 juin 2024. Il est publié au départ dans Pape Post, qui est un journal en ligne, et un petit peu repris à travers un journal officiel de la Grande Loge d'Haïti de 1961, qui paraîtra sous peu, et qui s'intitule donc, comme vous pouviez déjà le comprendre, que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Cette question a l'air d'une provocation. Parce qu'en Haïti, il me semble que nous n'avons pas forcément, dans nos historiographies, une tradition de penser sur la franc-maçonnerie en tant que telle. Deuxièmement, on ne voit pas au sens strict du terme comment la franc-maçonnerie pourrait faire quelque chose pour une société, en particulier la société haïtienne. Or, je considère que c'est une question au-delà de son apparent aspect provocateur qui a tout son sens dans la mesure où, pour ma part, et à la suite d'autres chercheurs qui ont travaillé dessus, la franc-maçonnerie est une institution politique. C'est plus précisément une sociabilité qui s'intéresse à la politique. Pour le comprendre, il faut
placer l'avènement de ce que l'on appelle la franc-maçonnerie spéculative dans le contexte précis où elle a pris naissance en Angleterre, à un moment où il y a eu des guerres de religion qui ravageaient toute l'Europe et particulièrement la société anglaise. Alors, je vais essayer de lire, mais surtout commenter, et en même temps, je m'inspirerai par moments de ce que j'ai écrit dans un livre que j'ai en préparation sur la franc-maçonnerie en Haïti. Le livre devra s'appeler « Haïti et ses francs-maçons, un regard questionnant à propos d'une sociabilité pérenne ». Je considère donc que la franc-maçonnerie en Haïti, elle est pérenne. Elle existe au moins dans la colonie depuis les années 1730. À part les 2 décrets l'interdisant, pris par l'empereur Dessalines, la franc-maçonnerie n'a jamais inquiété dans son fonctionnement. Plus de 221 ans après, cette institution existe. Elle est une forme de sociabilité haïtienne. Et je considère que, de ce point de vue, le concept de pérennité nous permet de l'approcher. Évidemment, à partir d'un angle questionnant ou à partir de ce que j'appelle une lecture questionnante. Tant entendu que je suis philosophe de formation. Alors, dans mon texte, que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Je me suis intéressé à quelque chose qui frappe à vue d'œil. C'est que l'histoire de la franc-maçonnerie dénote, partout où cette institution s'établit, un fait. Elle est toujours approchée, interrogée, abordée en référence à son pouvoir. Tout se passe comme si les francs-maçons seraient toujours impliqués dans un complot, soit pour prendre le pouvoir, soit pour renverser un pouvoir. Sur un autre plan, les francs-maçons seraient détenteurs de pouvoirs mystiques, posséderaient des connaissances qui les habiliteraient à s'octroyer tout ce qu'ils voudraient. En tout cas, l'entrée, comme on le dit pour les gens qui écrivent des dictionnaires, pour les lexicographes, cette entrée franc-maçonnerie et politique, il n'y a qu'à aller sur Internet pour voir comment elle est féconde. Les gens s'intéressent énormément à cela. Et les fantasmes sur la franc-maçonnerie font vendre. La majorité des journaux à l'étranger, un petit peu moins en Haïti, quand ils n'ont rien comme dossier à proposer aux lecteurs, sortent des papiers sur un soi-disant complot maçonnique, sur une soi-disant implication de la franc-maçonnerie dans la sphère politique, dans la sphère des affaires, évidemment. Donc, moi aussi, je m'intéresse à la question de savoir comment la franc-maçonnerie serait-elle en mesure d'aider Haïti à sortir, de s'extirper du mal. Vous savez que la question du mal en Haïti est une question qui investit profondément l'historiographie haïtienne. Le mal haïtien, l'énigme haïtienne, les causes de nos malheurs, etc. Voilà. Alors, je considère que cette question, que peut la franc-maçonnerie pour Haïti, n'a de valeur en apparence que rhétorique. À part le fait de se demander si la franc-maçonnerie peut faire quelque chose pour Haïti, on ne peut pas aller plus loin avec cette question, on ne voit pas comment elle pourrait aider. Si on accepte pourtant d'avancer, même en prenant des chemins plus ou moins inconnus, des chemins qui pourraient ne mener nulle part, pour parler comme Heidegger, il semble qu'il y a lieu de s'arrêter sur des soupçons. C'est-à-dire que si la franc-maçonnerie n'est pas une institution qui s'occupe de pouvoir, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement de partis politiques, ce n'est pas une idéologie politique. La franc-maçonnerie, elle est diverselle, pour parler comme le philosophe haïtien Edlin Dorismond. Il n'empêche que l'on peut parler d'une soi-disant influence maçonnique. Alors, ça me permet de revenir à un concept que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un concept que l'on retrouve notamment chez Amartya Sen, le concept de capacité. La franc-maçonnerie, si elle ne peut pas changer
Si elle ne peut pas prendre le pouvoir, si elle ne peut pas, en tout cas, diriger, elle peut au moins faire quelque chose. Il lui appartient de faire quelque chose. Il y a dans son histoire, dans son essence, entre guillemets, la possibilité inscrite de faire. Donc, à ce moment-là, la question de la capacité serait plus ou moins, j'ai envie de dire, un détour qui nous permet de mieux revenir vers la question de savoir que peut la franc-maçonnerie pour Haïti. Alors, en faisant évoluer la question, la perspective vers le terrain de la capacité, je considère qu'on peut trouver des ressorts fonctionnels insoupçonnés en la dite question. Je considère, pour me reprendre, que la franc-maçonnerie, dans les sociétés où elle s'établit, elle ne travaille pas à changer les choses. Elle n'a pas à faire en sorte que ça ou ses visions du monde prennent le pouvoir. Par contre, si nous voulons reprendre les propos de Henri Cavaillet, un franc-maçon français qui a été très actif dans une structure que l'on appelle en France, au Parlement français, la fraternelle parlementaire, si nous reprenons ces propos, nous verrons que le terrain de la capacité joue plus ou moins de tout son poids. Il nous dit ceci: nous n'avons pas le droit de parler d'un pouvoir maçonnique. Il n'existe pas. Par contre, nous ne saurons nier une influence maçonnique qui, elle, existe véritablement. Elle se situe au plan du seul profit de l'humanisme laïque qui se caractérise par le respect de la dignité, de la responsabilité, de la solidarité et de la liberté de l'homme. Là, il nous dit qu'il y a une influence maçonnique. Henri Cavaillet est membre du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, depuis 1773, dans le cadre d'un convent qui a eu lieu à Lausanne, accompagné du Grand Orient de Belgique, ont pris la décision de se défaire d'un ensemble de landmarks, d'un ensemble de charges, anciennes charges. C'est comme ça qu'on les identifie en franc-maçonnerie. Et parmi ces charges, ces anciennes charges, des old charges, comme on le dit en anglais, il y a ce que l'on appelle le grand architecte de l'univers. Or, les frères du Grand Orient, à ce moment-là, vont prendre une décision révolutionnaire qui vont les diviser à jamais avec les frères de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Ils vont supprimer le concept de grand architecte de l'univers et vont substituer à ce concept la question du libre examen de conscience. La France est une grande tradition intellectuelle qui a combattu, quand bien même elle est présentée comme étant la fille aînée de l'Église, les avancées prodigieuses de l'Église. La Révolution française de 1789 est là pour en témoigner, même s'il y a eu la Restauration. Ils ont donc décidé de donner d'autres racines à la franc-maçonnerie, qui pendant longtemps a été considérée comme s'intéressant aux symboles, par exemple au chiffre 3, par exemple au triangle, à la triangulation, à des connaissances qui tiennent lieu de l'alchimie, de l'ésotérisme globalement. Donc, Henri Cavaillet parle de la laïcité, de la dignité, de la responsabilité, de la solidarité. Il est un franc-maçon du Grand Orient de France, qui est une obédience, c'est la deuxième plus grande obédience dans le monde, mais essentiellement l'obédience maçonnique promotrice d'un courant en franc-maçonnerie que l'on appelle la franc-maçonnerie adogmatique et libérale, à l'opposé de la franc-maçonnerie pratiquée par la Grande Loge Unie d'Angleterre, par les Anglais globalement, qui est elle-même dogmatique. À ce moment-là, le débat, à mon sens, et je l'espère pour vous, devient intéressant dans la mesure où il vous montre qu'il y a en franc-maçonnerie lieu de tenir compte d'une profusion d'idées que les francs-maçons, selon qu'ils appartiennent à telle ou telle obédience, telle ou telle loge, ne s'entendent pas toujours sur leur pratique maçonnique. Cavaillet, donc, parle de dignité, de responsabilité, de solidarité, de liberté de l'homme. C'est une conception du monde qui a commencé à prendre de l'extension
au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des idées, c'est le siècle de la raison. Vous rencontrez des intellectuels en loge, des philosophes en loge. Je prends le cas le plus emblématique pour les Français, il s'agit de Voltaire, grand philosophe, intellectuel, écrivain, homme de salon. Peu de temps avant sa mort, Voltaire a été reçu maçon. C'est comme ça qu'on le dit. Dans une loge qui s'appelle la loge des Neuf Sœurs. C'est une loge extrêmement importante, une sorte d'académie intellectuelle que même Benjamin Franklin avait fréquenté, où Benjamin Franklin avait été reçu maçon à un certain moment. Alors, dans le papier que j'ai fait, j'ai considéré que, en fait, la franc-maçonnerie haïtienne est exposée à tellement de critiques. Le regard que l'on projette sur la franc-maçonnerie dans l'opinion publique est on ne peut plus désarmant. On considère que, par exemple, que l'image que la franc-maçonnerie haïtienne projette d'elle-même est éloquente à ce sujet. Il s'agirait donc d'une société tout juste bonne pour produire des magiciens, des hommes et des femmes qui se glorifient de titres pompeux, sérénissime grand maître, très sage à terre sata, grand éminent commandeur, et j'en passe, qui provoquent certaines fois la peur chez les non-connaisseurs, que les frères et sœurs maçons appellent les profanes, et qui font le clown, dirait-on, lors des processions maçonniques, par exemple à l'occasion de la Saint-Jean, et qui seraient dans certains cas des malfaiteurs, des gens qui sont capables de faire du mal mystico-spirituellement à leurs confrères, à leurs voisins. Dans le livre d'Alix René, Jean-Alix René, Haïti après l'esclavage, il est intéressant de noter que l'État haïtien, à ses débuts, a pris un ensemble de dispositions légales pour faire des réglementations juridiques donc, sur la question suivante. Comment éviter que les gens se fassent du mal mystiquement, mystiquement aux autres de leur entourage, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de pratiquer ce que l'on appelle le caprelata et d'autres pratiques sorcellaires assez connues en Haïti. Alors, cette franc-maçonnerie a cette image, soit, c'est une évidence. En même temps, qu'est-ce qui explique qu'en Haïti, la franc-maçonnerie est considérée comme ayant contribué à l'effort de guerre révolutionnaire qui a donné lieu à ce que l'on appelle 1804. On considère que Charéon, celui qui a écrit en premier la déclaration d'indépendance, est franc-maçon. Franc-maçon, républicain, a été faire la guerre aux États-Unis et a proposé un texte suffisamment inspiré des grands idéaux républicains en France et aux États-Unis. On considère que Pétion, même si les archives pour l'instant ne sont pas en mesure de le prouver, serait franc-maçon. Que Bolivar et Miranda ont été francs-maçons, qui sont venus chercher de l'aide. Que Boyer lui-même, non seulement a été vénérable de loge, mais est le premier le premier grand protecteur de l'ordre, et que ce même Boyer a une importance capitale dans le contexte, dans ce que je pourrais appeler les réseaux atlantiques et outre-atlantiques, notamment maçonniques, avant la Révolution haïtienne, avant 1804, si bien qu'il y a John Garrigous, qui est un historien américain qui travaille sur Haïti, qui a fait un papier qui s'appelle A Secret Brotherhood, et sur la franc-maçonnerie en Haïti, et qui parle dans cet article de l'histoire, de l'importance qu'avait Jean-Pierre Boyer, même aux États-Unis, au moment où il était parti faire la guerre pour la libération des États-Unis d'Amérique. Fait tellement curieux que ce même Boyer, par la suite, va voir son nom, va voir une loge de la Grande Loge de Prince Hall. Prince Hall, c'est celui qui a fait la promotion, qui a inventé aux États-Unis ce que l'on appellerait la maçonnerie noire. Il y a un ensemble de travaux de recherche là-dessus.
notamment Cécile Révauger qui a fait un livre que j'ai chez moi qui s'appelle Noir et franc-maçon. Et aux États-Unis, vous avez un paysage maçonnique où pendant très longtemps, les grandes loges blanches ne côtoient pas les grandes loges noires et ne reconnaissent pas les grandes loges noires. Les choses commencent à un petit peu évoluer en ce moment. Il commence à y avoir des fréquentations, des dynamiques de reconnaissance comme on les appelle en franc-maçonnerie. Alors, Boyer a même eu une loge, une grande loge de la grande loge de Prince Hall, c'est-à-dire une grande loge basée dans un district, dans un État aux États-Unis qui porte le nom de Jean-Pierre Boyer. C'est très intéressant, cette histoire. Donc, la franc-maçonnerie, sous une forme ou une autre, contribue à l'effort de guerre. Si vous lisez, par exemple, Madiou, il vous raconte que Borgela, le général Borgela, qui a été en poste pendant très longtemps dans la Grand'Anse, et plus précisément au Caire, a été sauvé de justesse par des francs-maçons français parce qu'ils l'ont identifié comme tel et l'ont même recommandé à d'autres frères. On parle même, toujours selon Madiou, si on se reporte au travail de Lewis Ampidou Chloméus, de son article, c'est quelqu'un qui a quand même fait 2 papiers sur la franc-maçonnerie en Haïti, quelques aspects des rapports entre franc-maçonnerie et politique en Haïti, qui est un article formidable qui traite de la question dont nous parlons, et un autre article sur la manière dont la franc-maçonnerie haïtienne va s'impliquer, inspirée par les idéaux françaises et de la Révolution, comment elle va s'impliquer dans un combat contre les mauvais agissements du clergé français établi à partir de 1860 en Haïti. Cet article s'appelle donc La soutane contre le tablier. Alors, chers amis, je reviens donc à mon propos pour attirer votre attention sur le fait que on pourrait se demander, dans un pays comme Haïti, qui est en constant déséquilibre depuis plus de 220 ans, qu'est-ce que des hommes aussi importants du 19e siècle haïtien, tel Boyer, tel Madiou, tel Boyer-Bazelet, tel Salomon, tel Salnave, tel Anténor Firmin, tel celui sur qui Priceman a fait, qui est, le premier chef d'État haïtien mort avant l'occupation américaine. Vous voyez de qui je parle? Priceman a fait un livre à son sujet. Villeboin-Guillaume, ça? Vous m'écoutez, non? Oui. Ça va? Ça, monsieur méconnu. Est-ce que ça passe 5 sur 5? Vous m'écoutez parfaitement? Oui, on reçoit. D'accord. Alors, à quoi jouent, c'est une formule que j'utilise, à quoi jouent les fils? Aujourd'hui, on parlerait de filles également parce que la franc-maçonnerie haïtienne s'est ouverte à ce que l'on appelle une tradition en franc-maçonnerie qui s'appelle la maçonnerie d'adoption. Quand les femmes entrent en franc-maçonnerie, au départ, elles ne sont pas encore franc-maçonnes. Elles travaillent dans des loges d'adoption. Au Grand Orient d'Haïti de 1824, dans les années 47-50, il y a eu des loges d'adoption. Alors, à quoi jouaient, pour ce qu'il s'agit du 19e siècle haïtien, les fils noirs haïtiens de la veuve et de l'orphelin? Parce que c'est une sociabilité dans laquelle on rencontre énormément de gens issus de l'élite intellectuelle, l'élite politique, du monde des affaires, haïtiens et étrangers. Et si on suit ce que dit Lewis Ampidou Chloméus, il y a le poids du régionalisme qui travaille cette franc-maçonnerie, dans la mesure où, puisque nous vivons à l'ère de la société des baïonnettes, tel général de l'armée, sur la base du fait qu'il a des frères qui sont plus proches de lui et qui se retrouvent dans sa démarche, entre à Port-au-Prince pour prendre le pouvoir et est plus ou moins adulé par des frères. Contre tel autre général qui a à ses côtés lui aussi d'autres frères et qui cherche désespérément à se battre contre celui qui finalement prendra le pouvoir. La franc-maçonnerie haïtienne du 19e siècle, c'est une franc-maçonnerie très impliquée dans la vie politique du pays. Presque tous les chefs d'État haïtiens du 19e siècle sont francs-maçons. Or, si
comme la franc-maçonnerie nous le laisse entendre, partout où elle s'installe, même si elle n'a pas pour projet direct de prendre le pouvoir, elle est quand même une institution qui travaille au perfectionnement moral de l'individu qui y entre et de la société. Qu'est-ce qui explique que tous ces gens qui sont entrés dans l'ordre durant notamment tout le 19e siècle haïtien, que j'appelle les élitaires, ce qui fait que la sociabilité de franc-maçon est pour moi une sociabilité élitaire, qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas pu changer Haïti? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, même s'il y a des mutations dans le macrocosme maçonnique haïtien, qu'est-ce qui fait que les francs-maçons ne travaillent pas à changer leur pays? Alors, je considère que je ne vais pas parler de cet aspect des choses parce que c'est un petit peu plus technique de ce que j'appelle les débuts de la franc-maçonnerie haïtienne à partir de 1824. Parce qu'à partir de 1824, le Grand Orient d'Haïti va se constituer en s'affranchissant d'une obédience qui s'appelle la Grande Loge Unie d'Angleterre à travers une structure qui s'appelait, à l'époque, qui existait en Haïti, qui s'appelait la Grande Loge Provinciale Anglaise. Au départ, après la mort de Dessalines, la franc-maçonnerie haïtienne avait des relations d'amitié avec l'Angleterre à travers l'établissement d'une obédience juridictionnelle en Haïti qui s'appelait la Grande Loge Provinciale Anglaise. Le premier grand maître de cette Grande Loge Provinciale, c'était John Le Goff, qui a contribué à la mise en place d'un ensemble d'ateliers supérieurs en Haïti, c'est-à-dire les aréopages, les consistoires et des degrés supérieurs. Alors, ensuite, il a été succédé par quelqu'un qui était un homme très important dans la société politique haïtienne républicaine, c'est-à-dire la société qui succède à la mort de l'empire de l'empereur Dessalines. Je parle là de Ignace Fresnel, qui était le premier juge de la Cour de cassation. Cet homme a joué un rôle clé dans l'affranchissement de la franc-maçonnerie haïtienne de la tutelle anglaise et dans la création à Léogane, en janvier 1824, de cette obédience qui s'appelle le Grand Orient d'Haïti de 1824 et qui devait fêter les 200 ans de son anniversaire en janvier dernier, en janvier de l'année 2024. C'est un aspect que je laisse de côté qui concerne plus les gens qui s'intéressent à faire des recherches sur la franc-maçonnerie haïtienne et en particulier des francs-maçons et francs-maçonnes haïtiens. Alors, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que la franc-maçonnerie haïtienne du 19e siècle, en même temps qu'elle est impliquée activement dans la vie sociale, politique, administrative du pays, c'est une maçonnerie qui est accusée de complotiste. Complotiste dans l'assassinat, dans l'arrestation de Toussaint. On parle du fait que Toussaint aurait fait ce que l'on appelle en franc-maçonnerie le signe de détresse, mais les frères ont fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Il a été trahi. Complot ou trahison dans le cadre de l'assassinat de Dessalines. On considère que la plupart des acteurs qui ont tué Dessalines ont été francs-maçons. On considère qu'il y a encore une fois complot dans ce que l'on appelle, avec Price Mars, le drame de Miragoâne. Salomon, franc-maçon, Boyer Bazelet, également franc-maçon, parti libéral, parti national. On parle même du fait que par moment, à mes yeux, de complot dans la mesure où il y a maçonnerie d'État en Haïti. Un exemple que Lewis rapporte, une histoire que Lewis rapporte et qu'il tire de Madiou ou d'Ardouin, si je ne me trompe. Lorsque Boyer a réalisé l'unification de l'île entière, la partie occidentale et la partie orientale, il y a eu une séance au Parlement, plus précisément à la Chambre des députés, et le représentant de la ville d'Ekaï et également président de l'Assemblée nationale a eu des accolades fraternelles maçonniques avec le président. Ils se sont salués maçonniquement. À ce moment-là, vous avez deux corps de l'État qui sont maçonnisés en la circonstance. J'appelle ça la maçonnerie d'État. Dans un pays comme le Gabon, vous avez une grande tradition où le président lui-même,
Ça a été le cas avec le père d'Ali Bongo, Omar Bongo. Ça a été le cas récemment avec Ali Bongo. Je ne sais pas si c'est le cas pour le nouveau président qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État contre Ali Bongo. Ali Bongo était lui-même président du pays, grand maître de l'obédience maçonnique la plus importante, et la majorité des gens qui sont membres de l'administration publique gabonaise sont francs-maçons. Donc c'est une grande sociabilité qui traverse l'Atlantique, qui traverse les frontières. Alors, où est la question du pouvoir? Comment aborder la question du pouvoir avec une tradition élitaire d'hommes et de femmes, qui ne semblent pas se rendre compte du fait que la majorité de la population, représentée par Goma, représentée par Akao, représentée finalement par Salnav, je parle de ce que Laënnec, Youbon et Michel Hector appellent le long 19e siècle haïtien, ils ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent, qu'ils se retrouvent dans une sociabilité qui ne parle pas des valeurs du monde paysan ou des masses défavorisées et qui n'ont pas accès à cette sociabilité. C'est une question qui est extrêmement importante à mes yeux. Comment expliquer qu'un groupe d'hommes se retrouve, qui dirigent, dont la plupart d'entre eux dirigent le pays ou ont dirigé le pays, se sont souvent côtoyés dans des loges maçonniques, dans une sociabilité d'où sont exclus la majeure partie de la population haïtienne. Et étrangement, ces hommes, comme l'État, comme le montre admirablement Joseph Delide dans son livre L'État haïtien, ses intellectuels, travaillent à faire la promotion d'une idée avantageuse d'Haïti. C'est-à-dire que l'Afrique, le rapport à l'Afrique n'est pas dans les loges. En même temps, ce sont des frères maçons qui font la promotion de la révolution haïtienne, dans la mesure où c'est une révolution libertaire. C'est une révolution au sens de Louis Salamolens qui révolutionne de fond en comble le rapport aux droits de l'homme. Voyez-vous, parce que le Grand Orient, en quelques occasions, prend la parole, c'est-à-dire prend des décisions publiques contre des actes pour s'opposer à des actes esclavagistes dont seraient à l'origine même des francs-maçons dans d'autres pays qui se situent dans les Antilles. C'est une question qui est on ne peut plus intéressante. Alors, mes chers amis, ce qui arrive, c'est que je considère que dans un pays où, pendant très longtemps, depuis, si vous voulez, même si ça a commencé avant, et en plus, ça fait débat énormément entre des frères selon les obédiences maçonniques auxquelles ils appartiennent. J'allais dire, depuis au moins 1824, depuis ce que les frères du Grand Orient appellent l'indépendance, la date consacrant l'indépendance maçonnique haïtienne, parce que les frères du Grand Orient ont estimé à ce moment-là que puisque Haïti est indépendant comme pays depuis 1824, sa franc-maçonnerie, c'est un subterfuge, c'est une astuce magnanime qu'ils ont trouvé. Sa franc-maçonnerie haïtienne doit l'être tout autant. Donc nous prenons un décret qui dit que par lequel nous disons nous affranchir de toute tutelle étrangère. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que nous allons demander par la suite, après avoir créé cette nouvelle obédience haïtienne, avec tous les éléments de langage de l'époque, Haïti, pays révolutionnaire, pays de la liberté totale, etc., nous allons demander aux obédiences en Suisse, en France, en Angleterre, de signer des traités d'amitié qui reconnaissent notre franc-maçonnerie. Alors, c'est une question qui intéresse, la question du pouvoir, dans la mesure où, sauf si vertu ne rimerait pas avec élite, la majeure partie des gens qui dirigent la société, qui ont dirigé, qui ont investi les espaces de pouvoir, la plupart d'entre eux ont été et sont encore francs-maçons. Si cette sociabilité dit être en mesure de former des gens
de faire en sorte que ceux-là, les cooptés, la franc-maçonnerie est une société de cooptation, que ceux-là qui y entrent, nous avons la garantie qu'elle les ferait bons pour la société, qu'elle les perfectionnerait. Qu'est-ce qui explique qu'au timon des affaires, les choses semblent dire tout le contraire? Comment expliquer, en d'autres termes, qu'autour de Michel Martelly, à commencer par exemple par le Martelly lui-même, vous auriez des francs-maçons qui occupent des fonctions importantes au niveau de l'administration publique? Qu'est-ce qui explique que, à ce moment-là, ces soi-disant dirigeants ne s'inspirent pas des idéaux de la franc-maçonnerie dans l'exercice de leurs fonctions? La question du pouvoir, j'y reviens à l'instant, en franc-maçonnerie, est interpellatrice, comme je le disais au début, dans la mesure où, si la franc-maçonnerie, à travers notamment les constitutions d'Anderson, du pasteur Anderson et de l'évangéliste Desaguliers, si à travers les constitutions d'Anderson, qui tracent les voies de l'avènement de ce qu'ils appellent la maçonnerie spéculative, qui rompt avec la tradition ancienne, c'est-à-dire la maçonnerie opérative qui se faisait dans les guildes, où vous aviez des gens qui étaient des connaisseurs dans l'art de bâtir, de construire des cathédrales, des édifices publics, et qui se passaient des enseignements secrets. À partir de 1717, entre guillemets, même s'il y a tout un débat à ce sujet, parce que si vous allez sur Google, par exemple, vous trouverez un article qui s'appelle « Que s'est-il passé réellement le 24 juin 1717 ?» qui montre que, contrairement à ce que nous apprend l'historiographie officielle en vigueur sur la franc-maçonnerie spéculative, en 1717, en Angleterre, rien ne s'est passé. Il n'y a aucune archive qui montre que 4 loges se sont effectivement réunies et sont devenues une grande loge et ont automatiquement décidé de jeter les bases de ce que nous appelons la maçonnerie spéculative. Il n'empêche, la maçonnerie spéculative, c'est une maçonnerie qui se fait dans les loges. Comme elle se fait dans les loges, dans les espaces physiques, il va y avoir des rencontres. Qui va se rencontrer dans les loges? Qui pourra être accepté en loge? C'est une société suspecte dans une tradition, j'ai envie de dire, sociale à l'échelle de l'Europe, globalement dominée par ce que j'ai envie d'appeler l'ancien régime avant l'avènement de la bourgeoisie. Automatiquement que je dis cela, je vous fais remarquer que c'est une société qui va être suspectée d'être en mesure de liquider le pouvoir, de comploter contre le pouvoir ou de faire la promotion d'un ensemble de valeurs dans lesquelles le pouvoir risque de ne pas se reconnaître. En même temps, cette franc-maçonnerie prend son élan à un moment où l'Angleterre vient de se défaire de ce que l'on appelle les guerres de religion qui ravageaient non seulement l'Angleterre, mais également la France et tant d'autres pays en Europe. Comment créer une sociabilité à ce moment-là où l'appartenance religieuse, où l'appartenance ethnique, où l'appartenance sociale ne risque pas d'être une barrière? Il s'inspire d'un modèle qui est celui de la Royal Society de Isaac Newton. La maçonnerie spéculative s'inspire de ce modèle parce que Newton, tout en étant un petit peu pas totalement déiste, a cru que l'Angleterre devait créer une forme de sociabilité, mais on va dire politique, qui permet que l'on arrive à se défaire d'un ensemble de préjugés d'ordre religieux. Donc la franc-maçonnerie à ce moment-là devient cette nouvelle sociabilité politique qui permet que le pauvre, celui qui est de conditions de vie moyennes, issu de ce que l'on appelle l'école blanche, c'est-à-dire les classes moyennes,
celui qui est issu de l'aristocratie peuvent se rencontrer sans se juger au-delà de leur situation religieuse, économique, politique, sociale, etc. C'est donc une trouvaille magnifique qu'a fait Anderson que de proposer la création d'une sociabilité qui n'est pas qui n'occupe pas les rênes du pouvoir. Cela est entendu. Mais d'une forme de sociabilité comme l'Université publique de la Grand'Anse, où des gens issus de différents départements, issus de différentes régions de la Grand'Anse, issus même de villes qui sont en concurrence avec la ville, soit Jérémie ou l'Université publique de la Grand'Anse est siégée pour se rencontrer et faire sociabilité parce que autrement ils ne se seraient jamais rencontrés. C'est l'une des définitions de la franc-maçonnerie spéculative. Rassembler ceux qui n'étaient pas, c'est-à-dire rassembler des gens qui autrement ne se seraient jamais rencontrés dans le monde ou dans la société dans laquelle ils vivent. J'espère me faire comprendre. Si cette sociabilité rassemble, elle rassemble autour de quoi? Quelles sont les valeurs de la franc-maçonnerie? Selon les obédiences, il y a des valeurs qui sont plus prononcées que d'autres. Selon la tradition dogmatique, il y a un désintérêt pour le politique, mais un intérêt accru pour la compréhension, la connaissance des symboles. La tradition libérale, Grand Orient de France, Grand Orient de Belgique, et tant d'autres obédiences maçonniques européennes et extra-européennes, la tradition libérale, on n'accepte pas dans les loges du Grand Orient qu'on initie un membre du Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen. On n'accepte pas au Grand Orient de France d'initier quelqu'un qui est raciste. Au Grand Orient de France, il y a aujourd'hui une intégration des membres du secteur LGBT. Au Grand Orient de France, on ouvre le temple également aux femmes. La maçonnerie, à un moment donné, est devenue féminine grâce à l'appui des frères issus du Grand Orient de France qui ont été les premiers à appuyer cet effort entrepris par Maria Derem pour créer la première obédience maçonnique mixte qui s'appelle le droit humain. Autant dire que la maçonnerie intervient sur des questions appréhendées par la politique. Récemment, le président Macron vient de faire une présentation, de s'adresser au grand maître de la Grande Loge de France et en présence des francs-maçons et de la Grande Loge de France et leur a demandé de protéger, d'œuvrer à la protection de la laïcité. Parce que c'est connu, la tradition franc-maçonne française s'est battue pour protéger un ensemble d'idéaux, la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, loi de 1901, la République, la raison et tant d'autres valeurs. Autant donc dire que même si ces valeurs ne se recoupent pas toutes selon les traditions maçonniques en vigueur, tradition anglaise, tradition française ou tradition anglo-saxonne, tradition franco-belge, elles s'entendent néanmoins sur certaines valeurs. Parmi ces valeurs, il y a le fait de considérer que la maçonnerie doit pouvoir jouer de son influence pour faire en sorte que les choses aillent mieux, soit dans le monde, à l'échelle globale, soit dans une société. Donc, la franc-maçonnerie, si elle n'est pas, au sens strict du terme, une institution qui prend le pouvoir, elle est capable d'influencer le pouvoir. À ce moment-là, la question « que peut la franc-maçonnerie » revêt à mes yeux une importance capitale. Je prends un exemple concret, pratique. Je laisse un petit peu de côté mon texte. Je partagerai mon texte avec vous. Il est disponible sur Internet et il s'appelle « Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti ?» Vous pouvez trouver ça en ce moment même sur Google. « Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti ?» Ralph Jean-Baptiste. Je prends pour l'instant un exemple pratique avec vous. Considérons les 9 membres du CPT, le Premier ministre, comme issus de la sociabilité franc-maçonne, quand bien même il ne s'agirait pas d'une seule et même obédience. Considérons que tous ces gens seraient des francs-maçons, ou la plupart d'entre eux seraient des francs-maçons. De même qu'il en a été le cas
après l'assassinat de Dessalines. La plupart des gens, membres du Parlement haïtien, sont francs-maçons. Le président étant presque franc-maçon ou franc-maçon lui-même, dans le cas de Pétion, on ne peut pas avec exactitude dire qu'il l'a été. Dans le cas de Toussaint Louverture, on ne peut pas dire qu'il l'a été, mais l'entourage de Toussaint, comme le dit Gaëtan Mentor dans Les Fils noirs de la veuve, Haïti, l'histoire de la franc-maçonnerie haïtienne, l'entourage de Toussaint l'a été, Charles Belair a été franc-maçon, Paul Louverture l'a été, etc. Donc, si on considère que tous ces gens sont francs-maçons, même s'ils ne sont pas issus d'une même obédience, il y a là au moins une base qui permet à des gens de se retrouver parce qu'ils appartiennent à une seule et même sociabilité, même si il y a une division au sein de cette sociabilité selon que l'on appartient à telle ou telle obédience. À ce moment-là, si la franc-maçonnerie rend les gens qui y entrent vertueux, comment transférer cet ordre de vertu issu de l'intérieur du temple dans l'autre sphère qui est la sphère civile au sens de Hobbes et de Locke, la sphère publique, la sphère politique, pour la faire rayonner à la fois du dedans et du dehors, au sens platonicien du terme. Comment faire en sorte que le lobby, si je peux parler en ces termes, c'est un terme utilisé par les maçonophobes, vous savez qu'il y a des courants de pensée très anti-franc-maçonnerie, portés notamment par l'abbé Bruyel et quelqu'un en France qui a été à l'origine, Léo Taxil qui a été à l'origine des purges sous Vichy contre les francs-maçons. Avec cette histoire de protocole de Sion. Alors, j'essaie de me dire que, à l'égal des États-Unis, à l'égal de la France, à l'égal d'un tas de pays, en Afrique francophone notamment, qu'est-ce qui empêcherait que cette sociabilité pérenne en Haïti, tout comme les sociétés vaudou, les temples, les péristyles vaudous, qui voient passer énormément de gens issus de leur sein, qui voient énormément de gens issus de leur sein occuper des postes politiques. Moi, j'ai en mémoire d'avoir assisté à une cérémonie en honneur de l'ancien premier ministre Evans Paul, une cérémonie vaudou que le KNVA avait organisée à ce moment-là, parce qu'il considérait que Evans Paul était l'un des leurs. Or, vous avez une société qui commence de plus en plus à parler par confessionnalisme, par regroupement de blocs associatifs, par regroupement au niveau de l'université. Vous avez une dynamique de regroupement. Dans la franc-maçonnerie, dynamique de regroupement, probablement pas encore au niveau des cercles, des confessions protestantes, peut-être pas encore. Vous avez des dynamiques de regroupement dans la sphère politique et ailleurs, au niveau de l'Église, c'est-à-dire de l'Église catholique. Qu'est-ce qui empêcherait que les francs-maçons haïtiens, inspirés de ces idéaux, essayent de s'intéresser à un ensemble de questions qui pourraient mieux permettre à la franc-maçonnerie d'influencer, je reviens au concept d'influencer, d'impacter dans le sens vertueux, entre guillemets, du terme, la bonne marche de la société. Un exemple. Créer des loges de recherche, davantage de loges de recherche, connaître par des enquêtes plus approfondies les profils des gens qui y entrent, prendre fait et cause pour le fait qu'aujourd'hui, les sciences sociales haïtiennes se renouvellent. Nous ne sommes plus dans un pays où il y a, au sens de Barthélemy et de Jean Casimir, l'urbain et le rural. Doris Pont parle de diversalité. Gustinville parle du fait qu'on a connu une violence, qu'on est dans l'ordre d'une violence contaminatrice, qu'on serait dans l'ordre d'une violence contaminatrice, parce qu'on a fait face à la violence, on a combattu avec la violence, on risque d'être psychanalytiquement contaminé par la violence. Delibes parle du fait que pendant longtemps nous sommes
dans la promotion d'une forme de société assez finalement chevaleresque, une société totalement élitaire qui fait fi de l'effort de guerre dont parle avec brio Caroline Fick, cela dont il faut parler d'eux en tant qu'ils ont fait l'effort de guerre, mais vu d'en bas, c'est-à-dire la révolution vue d'en bas, the revolution from below. Parce que Caroline Fick considère que ce n'est pas tant ce ne sont pas les généraux de l'armée indigène en tant que tels qui ont été déterminants dans la mise en œuvre de la révolution. Avec mon ami Francisco Louverture, on a eu énormément d'échanges là-dessus. Je me demande donc, comment la franc-maçonnerie haïtienne fait-elle pour ne pas être sensible au sort des Haïtiens en République dominicaine, à ce qui est fait d'Haïti aux yeux du monde, à l'échelle de la géopolitique dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Caraïbes, où nous avons des relations franc-maçonnes, où il y a des relations franc-maçonnes qui s'entretiennent. Au niveau de la CMI, Confédération maçonnique internationale, au niveau du CLIPSAS, qui s'identifie ainsi, Centre de liaison et d'information des puissances maçonniques, répondant à l'appel de Strasbourg, qui lui-même, le CLIPSAS ou elle-même, cette structure, bénéficie d'un droit de regard au niveau d'une instance des Nations Unies qui s'appelle ECOSOC. Je veux dire qu'à un moment où, tant bien que mal, la sociabilité franc-maçonne européenne est agissante en Afrique pour trouver des solutions, quand il y a des présidents qui sont kidnappés, quand il y a des coups d'État, quand il y a des soucis qui affectent la société, quand il y a des guerres tribales, comme le fait la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui s'investit comme elle peut en vue de résoudre des conflits dans des pays où elle a des loges qui s'y établissent. Qu'est-ce qui empêcherait que cette maçonnerie, la franc-maçonnerie haïtienne, ne soit pas en mesure de promouvoir une capacité, laquelle, par exemple, trouver aujourd'hui une formule qui permette que les Haïtiens arrivent à s'asseoir et penser au sens de l'endorissement leurs blessures issues de la diversité de leurs histoires, se réapproprier leur mémoire, s'ouvrir à la dynamique de raconter tous ces récits, de mettre en perspective tous ces narratifs et construire une société politique qui est l'expression parfaite d'un rassemblement haïtien, d'un vivre ensemble haïtien fait sur la base de ce que j'ai envie d'appeler une meilleure connaissance de ce qui a fait Haïti, de ce qui est en train de faire Haïti, de ce qui, comme idéal, devrait, comme retour au sens des guerres, le retour de l'air, devrait pouvoir continuer à faire Haïti. C'est-à-dire une terre profondément libertaire, une terre de liberté. Je m'arrête là. Hello, monsieur Val. Oui, je suis là. Ok. D'accord. Maintenant, il a passé avec une série de questions. Merci beaucoup. Et je pense que il y a un peu. D'accord. Pas chiche, mais comme que chiche. D'accord. Merci, monsieur. Encore dans notre applaudissement, monsieur. D'accord. Donc l'intervention a duré près d'une heure. A duré combien de temps? Près d'une heure. Près d'une heure. Oui, près d'une heure. Moins 4 minutes. Vous êtes très abondant. Hein? Très abondant. J'ai beaucoup parlé, étrangement. Pourtant, je ne me suis même pas inspiré totalement de mon texte parce que sinon, ça me ferait parler plus longuement encore. C'est pour ça que je vous réfère au texte. Il est disponible actuellement sur Internet. Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Ça vous permettra de mieux vous en faire une idée approfondie.